Bonjour à tous, donc on est toujours dans le cours de ACT 6100 d'analyse des données et on avait commencé à voir l'ACP, donc je vais continuer. La dernière capsule s'arrêtait sur un petit moment où j'essayais de faire une ACP avec mes petites mains. Okay, donc j'avais fait des codes pour faire une ACP. On avait vu que ça marchait euh, à un petit problème près qui était la gestion des signes des valeurs propres. Okay. Les deux projections que j'avais faites, donc j'avais fait la projection des individus et la projection des variables dans un espace, dans un contexte assez simple, hein, où j'avais peu d'observations et peu de variables. On avait vu qu'on avait un problème, c'est que les deux se superposaient pas, essentiellement parce que une des dimensions était à l'envers. Okay. Donc voilà, on a quand même vu en gros ce qui se passait, d'accord. On voit où sont les limites, on voit où sont les problèmes. Là, je vais passer un peu plus de temps sur les fonctions R et voir ce qu'on peut faire maintenant qu'on a compris comment ça marchait. Okay, la fonction R PCA sera plus une boîte noire, on comprend ce qu'il y a dedans, et on va plutôt essayer d'analyser les sorties. Donc, on va dire que la partie théorique, en gros, est de côté. Je vais quand même vous redéfinir des concepts un peu généraux ici, donc en particulier les contributions, des cosinus carrés, ce genre de choses. Mais voilà, l'essentiel de la discussion à partir de maintenant sera sur les applications de ces techniques qu'on a vues d'analyse des données. Ok, j'arrête de parler et je pars sur mes slides. Donc, on continue un petit peu là où on en était. Alors, hop. Ok. Donc, on était sur cette petite présentation qui revenait un peu, encore une fois, sur les idées générales de l'ACP. Hein. Euh, le point important, c'est qu'on a donc cette matrice de données, donc avec un certain nombre d'individus en ligne et en colonne un certain nombre de variables. Et on va avoir une lecture jointe des deux dimensions. Okay, donc la première dimension, ce sera une dimension quand on va sur la gauche ici, où on s'intéresse aux individus. Donc j'ai les individus dans l'espace des variables, d'accord. Donc j'ai mes ensembles de points ici. Donc ici j'ai la variable 3, la variable 1, la variable 2. Donc on a les différentes variables ici. Et j'ai des points dans l'espace, d'accord. Donc j'ai mes points qui sont mes petits individus qui sont dans l'espace. Donc dans l'exemple qui nous intéressait, c'est les variables étaient euh, des secteurs industriels, on va dire, des secteurs d'emploi, hein, et les points correspondaient à des pays. Okay. Donc ça, c'est la première lecture qu'on va faire. Donc, encore une fois, l'idée, c'est comment est-ce que je projette mon nuage qui est potentiellement en grande dimension. Ma dimension, ça va être le nombre de secteurs industriels, d'activités. Okay. Donc, on va généralement se contenter de deux dimensions. Donc, on va avoir la composante 1 et 2 qui vont nous intéresser. Okay. Puis, je vais regarder comment les individus sont projetés. Okay. Et là, après, on pourra commencer à discuter, en particulier, voir s'il y a des pays qui sont proches, des pays qui, au contraire, sont opposés. D'accord. Donc ça nous permettra de voir des pays qui se ressemblent. Donc ça, c'est la première lecture. La seconde, au contraire, c'est quand je décide de partir à droite. Quand je décide de partir à droite, dans ces cas-là, je vois mon tableau dans l'autre sens, mon tableau de données, en disant que ce qui m'intéresse, cette fois-ci, ce sont les individus, pardon, les variables vues dans l'espace des individus. Okay, désolé. Donc ici, je vais avoir l'individu qui est un pays. Okay, donc je vais avoir ici, par exemple, trois pays. Okay, et je me demande comment est-ce que les, 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 les secteurs industriels se projettent dans cet espace-là. Donc ça, c'est possible, encore une fois, sans aucun problème, parce que je suis bien dans une matrice. Je suis vraiment sur une matrice de données, en fait. D'accord, mes données étaient continues. Donc je récupère ça. Petit point important, j'avais dit que les données, on les centrait, on les réduisait. Donc ça, je reviendrai sur ce point-là. Pourquoi est-ce que c'est important? En particulier, on fera les deux, puis on verra qu'il y en a un qui a une interprétation qui est un peu trop simpliste, en fait, pour être intéressante. Donc c'est pour ça qu'on va s'amuser qu'on va toujours centrer nos variables. Le fait de centrer nous donne des données qui sont sur ce qu'on appelle le cercle unité, en fait. Donc, le cercle des corrélations. Donc, on va les imaginer effectivement projetés dans l'espace de départ sur une boule. Okay, puis on va se contenter de voir comment est-ce qu'elle se projette bien. D'accord. Alors, juste un petit élément visuel. Sur les variables, on mettra souvent des flèches. Donc, au lieu de les représenter avec des points, on mettra des flèches pour indiquer les variables. Okay. Donc, les individus sont des points dans l'espace de mes variables. Les variables sont des vecteurs, des flèches dans l'espace des individus. Okay. Donc je vais là aussi faire ma projection suivant les deux premiers axes principaux, donc qui ne sont pas les mêmes. Okay. Il y en a un qui correspond en gros à des valeurs propres associées à une matrice qui sera en gros la matrice M transposée. Okay. Alors que l'autre, au contraire, c'est la matrice des valeurs propres de M transposé M. Mais on avait vu que les deux étaient liés, c'est que je pouvais passer de l'une à l'autre. Okay. Et le fait qu'on puisse passer de l'une à l'autre fait que ça va nous donner une interprétation qui est que, alors,
c'est un point un petit peu abstrait et compliqué, mais qui consiste à dire qu'en fait, mes deux projections qui vont revenir à se ramener dans un espace de dimension 2, je peux les superposer. D'accord. Donc ça, c'est les relations de transition qui sont cachées ici, donc qui consistent à dire qu'en fait, mes deux axes principaux que je récupère sur mes variables, je vais les superposer. Encore une fois, mes nuages sont centrés, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, ça a du sens. Le barycentre, quelque part, a du sens. Le 0,0 a du sens. Okay. Et donc, on va avoir cette interprétation jointe à la fois sur les variables. Donc, les variables, ça veut dire quoi quand on va les regarder? Ça veut dire que je vais aussi m'intéresser à ce que aux proximités et aux oppositions. En particulier, je vais me dire, si jamais j'ai deux variables qui sont très proches, ça veut dire que dans la plupart des pays, quand on est important dans un des secteurs d'activité, on est important dans l'autre. Les deux vont de pair. Okay. Au contraire, quand on va être diamétralement opposé ou quand on sera orthogonal, donc diamétralement opposé veut dire que si un augmente, l'autre va baisser. Donc c'est une notion de corrélation négative forte. Et au contraire, on pourrait être aussi orthogonal. Et l'orthogonalité reprend le sens classique de la corrélation, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe dans ce secteur-là, ce qui se passe dans l'autre est orthogonal. Okay. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire, et en particulier, un point qui sera important, c'est comment est-ce que nos variables se projettent sur nos deux premières composantes, essentiellement parce que ça nous donnera de l'interprétation. C'est que si j'ai une variable qui se projette très très bien sur un des axes, peut-être le secteur agricole par exemple, dans ces cas-là, on dira, l'axe 1, je peux l'interpréter comme étant, est-ce que ce pays est un secteur agricole important? Okay. Alors après, la subtilité, c'est est-ce que ma flèche elle va à droite ou est-ce qu'elle va à gauche? Et dans ces cas-là, c'est plutôt est-ce que la droite correspond au pays très agricole ou au pays pas du tout agricole? Et voilà. Donc on a le contexte général. Maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est s'amuser et idéalement, c'est avoir des outils pour créer ces graphiques. D'accord. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc on va partir sur un package que j'aime beaucoup, qui est ce package Factominer, qui est le package qui a été développé par François Husson et ses collègues à l'Agrocampus de Rennes, en France, donc qui est un package qui contient toutes les fonctions dont on a besoin dans ce cours, voire plus. D'accord. Donc en particulier, moi je vais vous présenter la fonction ACP dans cette première partie. Donc la fonction ACP, c'est la fonction PCA, c'est la fonction de base pour faire une analyse en composants principales. On verra la fonction CA et la fonction MCA la prochaine fois. Donc la CP correspond au cas où vous avez des données individuelles, des variables qui sont des variables continues. L'analyse des correspondances, ce sera le cas où les variables qui nous intéressent sont des variables catégorielles. Le MCA, ce sera le fait qu'on a plusieurs variables catégorielles. Vous avez aussi des fonctions mixtes qui vous permettent d'avoir à la fois du continu et du catégoriel. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un petit peu fastidieux, mais voilà. Ça, c'est juste que ce package est relativement riche avec beaucoup d'options. Et autre point intéressant, il y a un autre package qui existe qui est FactoExtra. Donc le package de Factominer vous propose en gros de faire votre ACP avec une lecture très très simple et très, très intuitive en fait. Le package FactoExtra va vous proposer des fonctions pour visualiser les différents objets. Okay. Donc je vous en montre quelques-uns. Pour commencer, j'ai pris un petit exemple très simple. Je reste sur ma base des pays avec les secteurs d'activité et je reste dans un cas très simple. Okay, je reste dans un cas très simple. Pourquoi? Parce que c'est le cas que je vous ai présenté quand je l'avais fait à la main, où je peux vous mettre les sorties dans quelque chose qui a une taille à peu près décente. Okay, c'est que je peux vous mettre les matrices, donc à la fois les matrices de projection, les matrices d'observation. Donc au moins, je peux vous montrer les données. Okay, quand on aura des données plus grosses, je ne pourrai pas vous montrer grand-chose. En tout cas, dans mes sorties, après, je vous demanderai de faire la même chose sur l'ordinateur et de regarder vos sorties vous-même. Mais moi, dans mes slides, je suis un peu contraint par la taille, donc je fais des choses petites pour commencer. Okay. Donc on commence par du 6.3, puis ensuite on mettra toute la base des métiers, puis on essaiera d'avoir une petite discussion. Donc pour l'instant, j'ai juste 6 petits pays, okay, et j'ai juste 3 secteurs d'activité, okay, le secteur agricole, le secteur minier et le secteur manufacturier. Okay. Donc la première étape, on avait vu, c'est l'ACP, c'est fondamentalement de la recherche de valeurs propres et de vecteurs propres associés à des matrices, d'accord. Donc soit la matrice de mes données multipliée par sa transposée, donc MM transposée, soit la matrice M transposée M. Okay, dans un cas, on s'intéresse plutôt aux individus, dans l'autre cas, on s'intéresse plutôt aux variables. Petit point important aussi, je ne l'ai pas indiqué, c'est en fait une option par défaut dans PCA, c'est que quand vous faites PCA, vous faites juste PCA de M en fait. Vous donnez juste votre base de données sous forme de matrice, d'accord. Donc l'objet central et quasiment unique en fait de votre PCA, de la fonction PCA, c'est cette matrice. Okay, donc PCA de cette matrice, en fait, vous renvoie par défaut la CP centrée réduite. Okay. Donc vous allez centrer et réduire toutes vos variables
et faire votre ACP dessus. Donc visuellement, on aura quelque chose de facilement interprétable. Okay, je lui demande en l'occurrence de ne pas me faire de graphes, parce qu'en fait, les graphes, par défaut, je suis désolé François, mais sont pas forcément les plus intéressants. Donc alors je vous conseille aussi de le mettre par défaut, essentiellement parce que quand vous allez mettre graphe, quand vous ne mettez pas l'option graphe égale false, il va vous créer deux graphes. Un graphe avec les projections des individus, un graphe avec les projections des variables. Il s'avère que quand vous avez une base avec 50 000 individus, il va vous projeter tous vos individus dessus. Donc ça fait un graphe qui est un petit peu lourd, qui n'a strictement aucun intérêt, en tout cas, à regarder comme ça. Donc il faudrait l'améliorer un peu, enlever les labels ou ce genre de choses. Mais voilà, ça prendra du temps à faire, donc c'est un peu dommage d'afficher par défaut les graphes. Donc encore une fois, ne les représentez pas, on aura des fonctions pour le faire. Okay, donc le premier point, c'est que par défaut, la fonction PCA va vous centrer et réduire vos variables. Okay, premier point. Deuxième chose qui va être importante, c'est de s'assurer que la matrice M a une information très importante qui sont des noms pour les lignes et des noms pour les colonnes. Donc ça sera important parce qu'en fait, quand on fait l'ACP, il va extraire l'information qui seront les row names et les call names, donc qui seront les noms des lignes et les noms des colonnes pour les projeter sur votre dessin. Donc ça, c'est intéressant parce que l'idée, c'est pas d'avoir des points, mais c'est d'avoir des points que je peux identifier. Okay, si jamais l'Allemagne est très très loin, j'ai pas envie de voir, il y a un point qui est très loin, qui est visiblement différent, j'ai envie de savoir lequel c'est. Okay, donc l'intérêt de donner des noms à ces lignes et ces colonnes, c'est que quand on regardera visuellement, on verra tout de suite les choses. Okay, donc voilà, donc la fonction de base, c'est cette fonction PCA. Et après, on a toutes sortes de fonctions qui permettent de faire toutes sortes de calculs. Donc je vous ai parlé de l'histoire de la décomposition spectrale, mais qui correspond en fait à une décomposition en valeur singulière de notre matrice de départ. On peut demander des valeurs propres. Alors les valeurs propres, elles ont un intérêt parce qu'en fait, elles correspondent à la part de variance que vous expliquez quand vous regardez uniquement les projections sur un axe ou deux axes. Okay, donc alors, je vous rappelle ici sur combien d'axes je peux projeter. On n'a que 3 variables. Donc si jamais on voit l'espace en dimension 3, on a déjà tout l'espace. Okay, donc l'idée, c'est de simplifier l'espace en dimension 3 de mes individus. Donc, le plus simple que je puisse faire, c'est un axe. Donc, je vais regarder juste en projetant sur l'axe principal. Idéalement, je peux le faire sur deux dimensions, donc axe 1, axe 2. D'accord, donc ce qu'on va appeler le plan principal. Ce qu'on voit, c'est que, donc, je vous avais dit, les valeurs propres nous donnent une interprétation en termes de variance. Donc, vous imaginez votre nuage qui est projeté, qui a une certaine dispersion, qui a une certaine inertie. Okay, j'utiliserai de manière un peu équivalente le terme inertie et variance, parce que fondamentalement, c'est la même chose qu'on calcule. Variance, c'est un terme beaucoup plus statistique, donc je préfère utiliser variance pour vous parler de dispersion du nuage. Quand je vais projeter suivant une droite, je cherche la droite sur laquelle j'ai la meilleure projection en termes de dispersion. Je veux le nuage le plus dispersé possible quand je projette. Okay, l'idée, c'est que si vous avez un nuage, je vais le faire très simplement, mais vous avez un nuage de points et un point qui est très très loin, ce que vous voulez, c'est que quand vous projetez, ce point qui est très très loin, il reste encore loin. Okay, c'est une information qui est visiblement importante et il ne faudrait pas que, au contraire, vous projetiez dans un axe qui est orthogonal en disant tiens, mon point tout d'un coup se retrouve projeté au milieu des autres. Non, vous perdez une information sûrement importante dans votre analyse. Okay, donc au contraire, on va essayer de maximiser cette variance. Et la part de variance que vous gardez, donc c'est vraiment cette décomposition de la variance et qui consiste à dire la variance totale, ça va être la somme de la variance que je vais avoir sur la première composante. Puis quand je vais aller sur la seconde composante, je vais être orthogonal, donc je vais avoir la somme des deux. Donc c'est une espèce de théorème de Pythagore, quoi, qu'on retrouve. Okay, donc j'ai cette écriture qui me dit, ce résultat qui me dit, les valeurs propres sont très importantes. Donc les valeurs propres, on les a ici. C'est celles qu'on avait calculées tantôt à la main dans la capsule précédente. Okay, donc ces valeurs propres, je vais pouvoir les interpréter. Donc je peux interpréter ces valeurs propres comment? Tout simplement. Donc, encore une fois, c'est une part de variance expliquée. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de regarder les valeurs. Encore une fois, les valeurs n'ont pas beaucoup de sens, mais ça va être les valeurs relatives de ces valeurs propres. Okay, donc, l'idée simple, c'est de dire, je vais tout simplement regarder chacune des valeurs divisée par la somme de ces valeurs propres. Donc, c'est ce qui est affiché dans la seconde colonne. Okay, donc, c'est la fonction getEigenvalue sur votre résultat d'ACP. D'accord, donc, resACP est l'objet qui est renvoyé par la fonction PCA, sur laquelle je vais faire tout tourner par la suite. Okay, c'est là-dessus que je vais créer mes graphes de valeurs propres, de contribution, de cos carré. Je vais pouvoir faire des graphiques basés sur cet objet-là. Donc, encore une fois, c'est vraiment comme, c'est l'idée de R qui est vraiment un langage objet. Okay, je crée un objet qui est ma sortie de régression d'ACP, pas de régression, ma sortie d'ACP, et je fais mon analyse sur cet objet-là. Okay, donc, sur cet objet-là, je vais récupérer de l'analyse des valeurs propres et des vecteurs propres. Okay, et une composante importante, c'est la variance, le pourcentage de variance expliquée. Okay,
Donc, ça veut dire, c'est que si jamais j'étais dans mon espace en dimension 3 et que je projette juste sur une droite, mais bien choisie, parce que c'est celle qui est associée au vecteur propre relatif à la plus grande valeur propre, j'explique 61% de ma variance. Si jamais je regarde, donc je cherche ensuite mon deuxième axe principal, c'est-à-dire un axe qui sera orthogonal au premier, okay, et qui va me. Donc, encore une fois, j'ai un plan qui est orthogonal à celui-là. Encore une fois, je suis en dimension 3. Donc, ce que je vais chercher, c'est juste maintenant l'axe principal, tel que quand je projette sur ce plan, je récupère le maximum de dispersion. Je récupère 32%, 33% de variance. Okay, donc, on voit que mon axe principal, mon plan principal m'explique 94% de la variance. Okay, donc, ce qu'on voit, c'est que, certes, j'étais dans un espace en dimension 3, mais fondamentalement, cet espace en dimension 3, ça me donne des points qui sont en gros dans un plan. Okay, ils sont alignés quelque part dans un plan. Ils ne sont pas vraiment alignés sur moi une droite, même si j'ai quand même 66% de la variance expliquée. Donc, ils sont pas mal alignés sur moi une droite, mais avec un peu de dispersion autour. Et une fois que j'ai projeté sur mes deux axes principaux, en fait, il me reste quasiment plus rien dans l'autre dimension. Okay, donc, on voit que les deux axes principaux sont vraiment importants. Okay, alors, il y a une fonction, il y a pas mal de fonctions qui traînent donc, dans ce package FactoExtra en particulier. Donc, vous avez ces petites fonctions qui traînent qui sont des fviz. Donc fviz vous donne des visualisations de la plupart des objets qui traînent en ACP. Donc en particulier, quand vous faites fviz de votre ACP, il vous renvoie toutes sortes de choses. Donc en particulier, ici, il vous renvoie la décomposition plutôt l'évolution de vos valeurs propres. D'accord. Donc il vous les renvoie ici en pourcentage. Donc on retrouve ici le 61%, 33% et 6%. Okay, donc on voit l'évolution de nos valeurs propres. Il nous donne aussi deux autres informations que je lui ai demandées ici, qui sont le cosinus carré des variables et les contributions des variables. Donc, je reviendrai un petit peu sur les définitions juste après. Donc, on va commencer par discuter des variables parce que c'est une partie importante, okay, d'analyse de corrélation. Encore une fois, quand j'avais commencé à vous présenter mes données, première chose que je vous ai montré, c'est des tableaux de corrélation et des graphes de corrélation. Parce que assez classiquement, ce qu'on veut comprendre, c'est comment les variables se comportent. Okay, donc, je pense que naturellement, le point le plus important, c'est les variables. On veut comprendre quelles sont les variables qui sont proches, celles qui s'opposent et ce genre de choses. Donc, on est vraiment dans une idée de comprendre les variables. Après, on va se poser la question de où sont les individus. Est-ce qu'il y a des individus qui sont bien projetés? Est-ce qu'il y en a qui contribuent beaucoup pour la construction de mes axes et ce genre de choses? Mais les variables sont une étape vraiment importante et c'est par celle-là que je vais commencer. Donc, vos variables, elles sont dans l'espace de départ. Je vous rappelle, on était en dimension 3. Je vous avais dit qu'il y avait cette notion de ce qu'on appelle le cercle des corrélations. En fait, dans l'espace de départ, comme j'ai centré et réduit mes variables, les points sont sur une sphère. Et je vais, mes vecteurs de variables sont sur la sphère. Et je vais les projeter. Okay, mais ce qu'on voit sur ce graphe, et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il y a des projections qui sont bien, il y a des projections qui ne sont pas bien. Okay, supposons que j'essaye de projeter sur le petit espace qui est au fond, là, cette espèce de coupe de ma sphère, donc suivant une espèce de coupe horizontale. Okay, on voit que le vecteur A, il va bien se projeter. Okay, pourquoi? Parce qu'en fait, il était très très proche et en fait, il me donne un vecteur qui est lui aussi très proche du premier. Donc, on voit qu'on projette bien. Je reviendrai sur ce que ça implique. Le vecteur B, au contraire, se projette mal. Okay, il se projette mal parce que, encore une fois, il se retrouve près du centre. Okay, donc, le fait d'être près du centre, c'est quelque chose qu'on ne va pas aimer du tout. D'accord, c'est le fait que les points qui se retrouvent par ici dans mes projections sont manifestement mal projetés. Ça veut dire quoi mal projeté? Ça veut dire que si jamais je prenais un autre point, ici, donc supposons que je vous dise que j'ai une projection d'un vecteur C, je ne peux rien vous dire sur B et C. Je ne peux rien vous dire parce qu'en fait, une projection qui peut me ramener ici, elle peut venir d'un point qui était tout là-haut, okay, mais elle peut aussi venir d'un point qui était diamétralement opposé. D'accord, donc si jamais j'avais le C qui était en bas, si jamais je me dis les deux points ici sont très très proches, les projetés de B et C sont très très proches, ça ne me dit rien en fait sur B et C. Je peux avoir B et C qui sont très très proches, mais au contraire qui peuvent être parfaitement opposés. Okay, donc, il faut faire très attention quand on fait une analyse des points des variables dans ce cercle des corrélations, donc là où ils vont être projetés. Okay, encore une fois, quand vous projetez des points qui sont sur une sphère sur n'importe quel plan qui passe par l'origine, vous allez récupérer des points qui sont sur un cercle. Okay, mais ce centre, encore une fois, il faut faire très attention, il ne faut jamais analyser ce qui se passe dans le centre. Ce qui se passe dans le centre, c'est que vous avez des variables qui sont justement mal projetées sur ces axes-là. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'il faudrait que j'aille voir l'axe 3. Okay, donc les points qui sont au centre, si jamais c'est vraiment les variables qui sont au centre de votre nuage qui vous intéressent, allez voir dans une autre dimension
espérer qu'il y ait une dimension sur laquelle soit bien projeté, mais c'est possible que vous ayez un point, un vecteur, quelque part, qui se projette un petit peu partout, okay, qui soit un petit peu au milieu de tous les autres. Donc, imaginez votre espace de valeur propre en dimension 3. Okay, vous prenez un point sur un vecteur sur la première diagonale, okay, il va se projeter un petit peu partout, puis il ne nous apprend pas à grand-chose. Okay, donc là, on aura une variable qui n'est pas très en phase avec les autres, quelque part, j'aurais envie de dire, qui se projette assez mal, sur laquelle on n'aura pas beaucoup de conclusions. Okay, donc, ce qu'il faut aller voir, c'est plutôt ce qui se passe sur le bord, enfin sur le tour de mon cercle des corrélations. Essentiellement parce que si jamais je suis sur le bord, deux points qui sont proches, ils étaient forcément proches sur l'espace de départ. Pensez à votre sphère. Okay, donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête sur l'analyse des variables. Okay, ne jamais regarder ce qui se passe au centre. Et les observations qui sont sur les bords, les variables qui sont sur les bords et qui sont proches vont pouvoir s'interpréter. Celles au contraire qui sont opposées étaient opposées dans l'espace de départ. Et celles qui sont orthogonales, je vais encore pouvoir l'analyser. D'accord ? Donc on voit apparaître une notion importante qui est encore une fois la corrélation entre les variables, okay, qui va se traduire comme un cosinus carré d'angle. Donc on interprète encore une fois la corrélation comme étant, donc c'est pas l'angle, mais c'est le cosinus carré de cet angle. Okay, enfin le cosinus de cet angle. D'accord ? Donc la corrélation entre une variable et une composante principale, ça va être directement lu dans les valeurs propres associées à la JM composante. Donc, comme je suis sur la JM composante, encore une fois, je m'intéresse à la JM valeur propre et le JM vecteur propre. Okay, si jamais je m'intéresse à comprendre où se trouve la IM composante, ce que je vais récupérer essentiellement dans cette matrice de transition, dans les vecteurs de mes vecteurs propres, c'est une information sur la corrélation. Okay, faut que je le norme par le lambda j, la racine carrée de lambda j, donc je vous renvoie à ce que ça signifie en termes de valeur singulière, mais c'est exactement l'idée de cette corrélation. Okay. Donc ça, je peux le voir. Alors, je peux le voir. Alors, j'aime pas trop tracer, mais encore une fois, on visualise assez souvent, assez peu souvent, les corrélations et les cosinus carrés et les contributions. La contribution, je la redéfinirai un petit peu plus tard. Ça va être associé à des valeurs propres. Mais je peux les avoir comme couleurs pour me donner un peu de significativité. Okay, donc, ici, je vais vous représenter. Alors, j'ai ma fonction qui est ici, la phys Picier var. Donc, je suis à fvis pour dire que je vais faire un dessin de Picier et je m'intéresse aux variables. D'accord ? Donc, on imagine une autre fonction qui va exister, c'est celle qui est fvis Picier ind pour visualiser les individus. Okay ? Donc, par défaut, quand vous visualisez les variables, et ben, il vous les représente toujours comme sur ce graphique-là, avec votre cercle des corrélations qui est ici. Okay, donc j'ai mon cercle des corrélations et il vous projette les différentes variables. Okay, donc vous avez ici les trois variables. Encore une fois, j'avais trois variables qui étaient le secteur agricole, le secteur minier, le secteur manufacturier. Et donc, il vous renvoie ce vecteur agricole, ce secteur minier et ce secteur manufacturier. Et il vous renvoie en couleur la valeur du cosinus carré. Okay, donc en gros, est-ce que ces variables se projettent bien sur ces axes? Alors, il faut faire un tout petit peu attention sur ce graphique, c'est que donc il vous mettra toujours par défaut cette grille de couleurs entre du bleu et du rouge en passant par le jaune, mais il va normer ça en gros entre le minimum et le maximum. Donc il faut toujours bien regarder les valeurs. Ici, le minimum, il est quand même à 0,92. Okay, donc je parle quand même d'un cosinus carré à 0,92. Donc je suis bleu, mais je suis quand même, ça ne veut pas dire que je ne le regarde pas. Le bleu se projette quand même relativement bien. Okay, encore une fois, mes deux axes principaux, ils représentent en tout 94% de l'inertie. Donc, il n'y a pas de souci. Regardez sur l'axe principal, il n'y a quasiment aucun point qui sera orthogonal à cet axe. D'accord ? Autre information, il vous renvoie les parts de variance expliquées. D'accord ? Donc, ça, c'est assez classique dans tous les graphes d'ACP où quand on met la composante principale, on donne toujours la part de variance expliquée, c'est-à-dire en gros la valeur de la valeur propre divisée par la somme des valeurs propres. Okay ? Donc, ce qu'il me dit, et c'est là-dessus que je vais pouvoir l'interpréter, donc encore une fois, la valeur agricole, elle me dit, si jamais j'ai 30, ça veut dire que 30% des gens dans ce pays travaillent dans le secteur agricole. Donc plus c'est grand, plus le secteur agricole est fort. Donc ce que ça me dit, c'est que les points qui vont être dans cette région-là, et ce sera pour l'interprétation sur les individus, sont plutôt des pays qui ont un secteur agricole qui est fort. Au contraire, quand je serai dans la partie en bas à droite, j'aurai au contraire un secteur agricole qui est faible. Okay. Ensuite, j'ai mes deux autres composantes qui sont le secteur minier et le secteur manufacturier. Alors on voit que agricole et minier sont des variables orthogonales. Okay. Donc si jamais l'un augmente, bah, pas l'autre.
Ils évoluent de manière un peu indépendante, hein, en tout cas non corrélée. Okay. Donc ce qu'on voit, c'est une interprétation qui va être à peu près la même. Le secteur minier important va plutôt se représenter en haut à droite, et le secteur minier faible va plutôt être en bas à gauche. Okay. Je peux aussi avoir une interprétation en termes de manufacture. Okay. Le secteur manufacturier est bien projeté sur l'axe 1. Donc quelque part, l'axe 1, je peux l'expliquer uniquement en disant, si jamais vous êtes un pays avec une forte composante manufacturielle, bah vous êtes très à droite sur le graphe des corrélations. Au contraire, si c'est faible, on va être plutôt à gauche. Okay. Donc on voit l'intensité en termes de cosinus carré, d'accord, tout simplement en lui demandant de mettre des couleurs. D'accord. Donc par défaut, quand je lui demande de me faire ma F-vis Picier de VAR de ma sortie de régression, ma sortie d'ACP, il va me renvoyer ce graphe-là. Il va me renvoyer un graphe avec des couleurs qui sont identiques. Donc je ne sais plus quelle est la couleur par défaut, mais ce sera peut-être rouge. Okay. Et je peux lui demander de mettre une couleur qui va être liée au cosinus carré ou une couleur qui va être liée à la contribution. Okay. Donc c'est ça qui est représenté ici. Mais on voit que les graphes sont les mêmes. Alors, l'histoire des cosinus carrés, je vous rappelle un petit peu la définition. Donc l'idée des cosinus carrés, je vais pouvoir voir ça comme étant une qualité de projection d'une variable sur un axe. Okay. Donc je peux définir mon cos carré entre deux variables, entre une variable et un axe. Donc c'est ce qu'on avait défini tantôt. Donc je vous rappelle que mes axes associés à des variables, je les note avec des indices bêta. Les axes associés à des individus, je les note avec des indices alpha. Okay. Donc je vais me prendre un indice bêta quelconque. Donc, supposons par exemple le premier axe. Okay. Je me demande comment est-ce qu'une variable J se projette dessus. Ben, en fait, c'est tout simple. Je vais le récupérer avec cette formule-là, donc qui va être associé tout simplement à ce t carré de JB, okay, où t avait été défini auparavant. L'intérêt, c'est que je peux aussi regarder le cos carré, non pas avec un axe, mais avec un plan. Okay. Donc ça va me donner une qualité de projection, non pas juste sur un axe, parce qu'encore une fois, la CP, on ne la fera jamais sur un seul axe. On la fait toujours sur deux. On peut voir en dimension 2, donc c'est tout de suite plus riche. Et on peut avoir une interprétation de ce cos carré sur le plan. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui était fait sur le graphe d'avant. D'accord. Donc le cosinus carré était associé à mon plan. Okay. Donc c'était à quel point est-ce que ma variable est corrélée, non pas avec un axe, mais avec le plan engendré par ces deux axes. D'accord. Donc c'est ce qui était fait ici. Pour les histoires des contributions, la contribution va être définie tout simplement en normant ce cos carré par la valeur propre associée. D'accord. Donc c'est ce qu'on va appeler la notion de contribution d'une variable à un axe. Okay. Donc c'est comment est-ce qu'une variable contribue quelque part à la constitution de cet axe. Okay. Donc on pourrait interpréter ça un petit peu en disant si jamais cette variable-là n'était pas là, est-ce que ça aurait de l'influence ou pas dans l'analyse. Okay. Donc cette contribution, encore une fois, repenser peut-être à un contexte de régression pour voir ce que ça peut être, mais c'est l'importance d'une variable dans la constitution d'un axe. Okay. Donc ça peut se visualiser. Ok. Je passe un tout petit peu parce que c'est juste, cette chose-là va être importante, mais encore une fois, je l'utilise moi juste pour faire sur mes choix de couleurs, mais je reviendrai sur les discussions par la suite. L'autre partie importante de la CP, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des individus. Okay, donc je peux faire exactement la même fonction qui est F-vis de Picier de mes individus, et donc ça va me projeter mes points. Okay. Donc là encore, je projette par défaut sur les deux premières composantes, c'est-à-dire sur l'axe, sur le plan principal. Okay. Et je vous rappelle qu'on avait 6 points, donc effectivement, je vais me retrouver avec 6 points qui vont apparaître ici. Pardon, il était là. D'accord, donc j'ai mes 6 points qui sont projetés ici et qu'on peut analyser. Donc là encore, je peux mettre des couleurs pour voir un petit peu si les points sont bien projetés. Okay. Donc en particulier, donc là on voit des points, donc je mets leur cos carré, donc avec des définitions qui sont un peu du même ordre. Okay. On voit qu'il y a des points qui sont peut-être mal projetés. Donc l'Italie, par exemple, on voit qu'elle se projette assez mal en fait sur ces deux axes. D'accord. Donc je ne vais pas m'amuser à discuter trop le cas de l'Italie. Okay. L'Italie est manifestement plutôt expliqué par le troisième axe, d'accord. Donc plutôt que juste ces deux premiers. Donc je ne vais pas m'amuser à travailler sur le cas d'Italie. Par contre, on voit que à la fois l'Irlande, le Danemark et l'Allemagne sont des points qui se projettent et qui se projettent de manière un petit peu extrême. Donc ça nous intéresse beaucoup, le fait de pouvoir se mettre sur le bord et de s'éloigner du centre. Encore une fois, le centre, ça veut dire qu'on est juste moyen, quoi. D'accord. Donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les pays un peu extrêmes
les pays qui ressortent sur des dimensions, parce qu'on peut vraiment discuter ce qui se passe. Ok, en termes de visualisation, donc soit je me contente de mettre des couleurs, ce que j'ai fait en haut à droite, je peux aussi vous mettre des tailles de points différentes, donc plus ce sera gros, plus le point se projette bien. D'accord. Là aussi, je peux regarder, alors, je peux faire toutes sortes de petites choses, donc vous pouvez demander à visualiser les contributions des individus, ce genre de choses. Okay. Le point important, c'est cette dernière fonction, qui est la fonction biplot, qui vous permet non pas de regarder les variables et les individus en étant séparés, mais qui vous les met ensemble. Ce qui vous donne le graphique qui est le graphique de droite, okay, en bas à droite. Donc ce graphique-là, c'est le graphique, je pense, le plus important de l'ACP. C'est celui qui vous projette les deux en même temps. Okay. Et ça va être intéressant parce que c'est là qu'on va pouvoir vraiment faire notre analyse. Okay. Dans le sens où on peut essayer de comprendre un peu mieux quels sont les pays qui sont associés avec quel secteur. Alors, encore une fois, j'ai un exemple très simple parce que j'ai que 3 variables et 6 pays, donc on peut presque regarder à la main. Mais dans une dimension plus grande, ce n'est pas forcément trivial. Donc là, en particulier, si on regarde, on voit apparaître essentiellement 3 choses qui sont un petit peu ce que j'avais évoqué, c'est-à-dire que les 3 variables se projettent bien, ils peuvent nous raconter une histoire, et j'ai 3 pays aussi qui se projettent très très bien. Donc quand je regarde ce qui se passe en haut à gauche, alors l'avantage c'est que moi quand je l'avais fait à la main, j'avais un problème qui était que je n'étais pas certain que mes individus et mes variables se projettent bien à cause de ces histoires de signes de mes valeurs propres. Okay. Il s'avère que sur l'exemple que j'avais fait, ça marchait mal, parce que je crois que je disais que l'Allemagne était très agricole, alors qu'en fait, c'était le contraire. D'accord. Donc il faut faire un petit peu attention. L'avantage c'est que la fonction PCA corrige, en tout cas tient compte de ce problème-là de non-unicité de mes valeurs propres, de mes vecteurs propres, pardon, à cause du signe-moins. Et donc, quand les projections sont projetées ensemble, on a une certaine garantie que l'interprétation a du sens. Et là, c'est ce qu'on observe, c'est qu'en haut à gauche, on avait dit qu'en haut à gauche, c'était le secteur agricole qui était fort, et on retrouve l'Irlande, et effectivement, l'Irlande a un secteur agricole qui était très fort, en tout cas à l'époque des données. D'accord. Contrairement à la Belgique, donc la Belgique, au contraire, se trouve opposée à cette dimension agricole. Okay. Si jamais je regarde, là ici on a le secteur minier. Le secteur minier, donc quand je suis en haut à droite, ça veut dire que le secteur minier est fort. Ce qu'on observe, c'est que le Danemark est complètement à l'opposé de cette variable-là. Donc ça veut dire essentiellement que le Danemark est un secteur un pays dans lequel le secteur minier est inexistant. Okay. Et c'est effectivement ce qu'on pourrait observer dans les données. D'accord. On observe que l'Allemagne, en l'occurrence, c'est des vieilles données de ce qui s'appelait l'Allemagne de l'Ouest, est au contraire très fort dans le secteur manufacturier. Okay, donc on voit les pays qui ressortent, on voit que la France est au centre. Okay, la France est au centre dans le sens où, et c'est pas parce qu'elle se projette mal, d'accord. Encore une fois, son cos carré était important. Donc la France se projette bien, c'est juste que elle n'est pas marquée fortement sur une des composantes ou dans l'autre. Elle est dans la moyenne européenne, si vous voulez. Le pays moyen en Europe, ce serait la France. Okay, un pays qui serait fortement agricole, ce serait l'Irlande. Un pays qui serait fortement minier, j'en ai pas, mais un pays qui ne l'est pas, ce serait le Danemark. Okay. L'Italie, encore une fois, je ne la discute pas parce qu'elle est mal projetée. Okay. Essentiellement, elle est dans un autre axe et je ne sais pas trop comment l'analyser. L'Allemagne de l'Ouest se projette bien et c'est essentiellement parce qu'elle est beaucoup plus forte dans le secteur manufacturier que le reste des pays européens. Okay. Donc, on a une interprétation finalement qui est assez simple de ces sorties. Okay. La force de l'ACP, je pense, c'est vraiment cette double projection, ce principe de dualité qui vous dit que vous avez le droit de superposer vos variables et vos individus pour faire une analyse. Donc on peut faire l'analyse uniquement des variables, mais on peut en plus l'illustrer en indiquant certains pays. Okay, donc le principe de dualité, je vous le fais ici. Alors, je suis désolé, c'est des vieilles images que j'avais récupérées d'un cours que j'avais donné il y a très longtemps où je travaillais sur un problème qui était des données en France où on avait des régions, des départements, okay, et des taux de criminalité, enfin, c'est des classements les régions où il fait bon vivre, qui sont des choses qu'on observe souvent dans certains magazines, et qui tenaient compte du nombre de la criminalité, des vols, de la situation économique, ce genre de choses, du nombre d'infractions commises et tout ça. Donc je m'étais contenté de prendre 3 individus, 3 variables, essentiellement parce que je peux tout représenter dans le plan, pas dans l'espace en dimension 3. Okay. Donc quand je centrais et je réduisais mes variables, qu'est-ce que je récupérais? J'avais l'analyse de mes individus. Mes individus, comment ils se projettent? Encore une fois, j'ai 3 individus dans un espace avec 3 variables, les vols, les infractions et la situation économique, et j'ai mes 3 départements 1, 2, 3, qui sont ici. Okay, donc l'idée de la CP, c'est quoi? C'est de chercher des directions principales de projection. D'accord? Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'une direction principale de projection, peut-être que la première serait ici,
la deuxième serait celle qui est cachée derrière, et la troisième, c'est celle qui est orthogonale. Okay, donc ça me permet de récupérer mes trois directions dans lesquelles je dois projeter, principalement dans une. Une fois que j'ai exclu cette dimension-là, il me reste le plan qui est orthogonal à ça, à cette variable-là. Donc je trouve dans ce plan la meilleure projection sur la seconde composante, ce qui me donne le plan de projection numéro 1. D'accord? Donc c'est celui qui est ici. Et encore une fois, l'histoire de mes pays, comme j'avais trois secteurs d'activité, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai plus de points. Okay, mais j'ai cet espace de points en dimension 3 que je veux projeter en dimension 2. On voit que la troisième composante ici ne me sert pas à grand chose. D'accord? Donc ici, j'ai mes projections des individus qui étaient dans l'espace de départ. Donc je vous remets ici donc la projection que j'ai sur ce plan. Okay, elle apparaît ici où je récupère mes projections de mes trois départements. Okay, mes trois régions sont projetées ici. À droite, j'ai mon biplot, mais je reviendrai là-dessus dans une seconde. Encore une fois, j'ai mes projections dans l'espace bleu. Maintenant, je peux faire la lecture inverse, qui est, je m'intéresse aux variables dans l'espace des individus. Comme j'ai trois variables, je vais les voir comme 3 points dans l'espace des individus. Donc ici, j'ai individu 1, individu 2, individu 3, qui sont mes trois départements, mes trois régions. Okay, et je vais regarder les valeurs de mes trois secteurs. De mes trois, pardon, ce pas des secteurs d'activité, ici, ce sont des trois catégories de bien-être ou de mal-être ou de choses comme ça. Okay, donc la même chose, je vais chercher mes dimensions principales. Donc on observe ici nos deux dimensions principales, 1 et 2, et ici la dimension qui va être orthogonale à cette dernière. Encore une fois, la troisième n'apporte pas grand-chose, mais c'est juste que c'est vraiment de l'analyse spectrale. Une fois que j'ai créé tous mes axes principaux, j'ai généré tout l'espace. Les derniers ne nous intéressent pas, les valeurs propres sont tellement faibles que je n'explique pas grand-chose en termes de variance. Et c'est ce qu'on voit ici. Ici, j'ai mon plan sur lequel je vais projeter. Okay, donc ça va me donner ma projection de mes points. Alors, je n'ai pas dessiné ici le cercle des corrélations, mais les points sont sur une sphère. Okay, et quand je les projette, je remets tout dans ce cercle unité. Okay, et ce que nous raconte ce principe de dualité, c'est qu'en fait, les trois catégories de bien-être qui sont projetées, qui sont les vols, les infractions et le secteur économique, ben, je peux m'amuser à le reprojeter avec mes individus. Donc, on avait nos 3 points qu'on avait auparavant, nos 3 individus, et nos trois secteurs de bien-être, quelque part, qui apparaissent ici. Donc, on voit, par exemple, ici que le département 3, visiblement, est un département qui se porte bien en matière économique, mal en matière de vol, mais ça veut dire sûrement qu'il y a un nombre de vols qui est faible. Donc ici, on a plutôt une région qui se porte bien, alors qu'au contraire, ici, on a une région qui est assez opposée à éco. D'accord? Donc éco m'oriente. Ici, je suis éco, situation économique qui est bonne. Ici, j'ai plutôt une situation économique qui est mauvaise. Okay, ici, j'ai pas mal de vols. Ici, j'ai pas beaucoup de vols. Donc on voit D1 et avec pas mal de vols, alors qu'au contraire, D2 serait plutôt dans le domaine des infractions. Donc on a cette magie de la CP qui, enfin c'est la magie, c'est l'algèbre linéaire, hein. Et c'est cette histoire de dualité de notre projection et du fait qu'on puisse passer de l'analyse des variables à l'analyse des individus, tout simplement par du bricolage et des transformations de variables. Ok. Donc je vais juste finir cette capsule en vous présentant le cas où cette fois-ci je prends toute ma base de données, puis on va faire l'analyse rapide, d'accord. Mais au lieu de travailler juste sur 6 individus, 6 pays et 3 secteurs d'activité, je vais vous présenter la base complète que j'avais, d'accord. Donc je fais mon ACP, d'accord, donc PCA de ma base de jobs, donc je vais définir mon objet qui est RS PCA. Alors, je peux faire l'analyse des valeurs propres, ok. Donc encore une fois, je peux les récupérer ici, donc mes valeurs propres, elles sont là, ok. Donc on voit que la première composante, elle m'explique 35%. La deuxième, elle m'explique 25%. Okay, donc quand je fais la somme des deux, bah, je ne dois pas être loin de 60%. Okay, donc ce que ça vous dit, c'est que votre espace en dimension 9, je peux le ramener à la dimension 2, j'ai toujours 2 tiers de ma variance quelque part. Okay, donc on peut se dire que c'est finalement pas si mal. D'accord. Alors, il y a des règles pour savoir un petit peu quel est le nombre de variables que je peux, le nombre pardon, de composantes principales que je peux retenir. 2, c'est pas mal. On voit juste que si jamais on prend 3 et 4, prendre 3 sera sûrement pas satisfaisant. On va peut-être aller voir 4. Parce que 3 et 4, finalement, m'expliquent à peu près autant. Donc 4 n'est pas nettement moins bon que 3, par exemple. Okay, donc ça peut être intéressant de regarder ce graphique des parts de valeurs propres, essentiellement, parce que si jamais j'avais eu 2 et 3 qui seraient à peu près pareils, ça veut dire ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur la composante 3. Okay, et dans ces cas-là, quand je fais PCA, quand je fais mon graphique, ici, enfin, quand je ferai mes graphiques après, je lui dis fais-les-moi sur la composante principale 1 et la composante principale 3. D'accord, par exemple. Ok,
Donc ici, je vous mets les cosinus carrés et les contributions de mes variables. D'accord. Donc on voit un petit peu comment est-ce que, sur les plans principaux, le plan principal, 1 et 2. Donc encore une fois, le premier graphique me dit, OK, on va se limiter à 1 et 2. D'accord. Donc toutes les analyses que je vais faire sont sur ces axes 1 et 2. D'accord. Donc je peux me demander comment est-ce que les variables contribuent à l'axe 1 et à l'axe 2. D'accord. Donc on retrouve quelque chose qu'on avait un petit peu intuité, dans notre cas un peu simpliste, mais il n'y a pas de raison pour que ce soit le cas, mais on l'a encore. Le secteur agricole ressort, ok, manifestement un secteur important. Le manufacturier aussi. Okay. Donc ce qu'on voit, c'est que l'agricole ressort largement sur la composante 1 et le manufacturier ressort largement sur la dimension 2. Okay. Il y en a d'autres qui apparaissent. Effectivement, le secteur financier va apparaître de manière un peu importante sur cet axe 2. Mais on voit, juste sans faire de graphique, de quoi que ce soit, que on va sûrement pouvoir avoir une interprétation un peu simple en termes d'opposition agricole-manufacturier. Okay. Donc ce que j'appellerais de manière un peu simpliste le secteur agricole et le secteur ouvrier, pour faire simple. Donc on retrouve une dichotomie classique dans l'analyse des professions. Okay. Quand je regarde directement maintenant sur les axes 1 et 2, on voit que l'agricole va très très bien se projeter, le manufacturier aussi. Après, ça diminue tranquillement. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à analyser le secteur PS, parce que manifestement, il se projette assez mal peut-être sur ces deux composantes. Okay. Mais on a quand même peut-être 4 secteurs qui se projettent relativement bien sur ces deux premiers axes. Les autres, il faudra faire un tout petit peu attention. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils devraient se retrouver principalement au centre et qu'il faudra faire un petit peu attention à l'analyse. Okay. Voilà, je récupère encore une fois, je vous avais parlé de mes contributions, j'avais dit que quand je sommais les deux premières composantes, je récupérais à peu près 60%, donc c'est ce qu'on observe ici, okay, où je me contente de vous faire l'analyse de la somme cumulée des valeurs propres. Okay, donc c'est cohérent. Okay, puis je le fais à la main, encore une fois. Je vous avais dit qu'il y avait une interprétation en termes de valeurs propres de matrice de corrélation, c'est très exactement ce que je fais ici. Okay, donc je peux maintenant faire des graphes. Okay. Donc je commence par faire des graphes de variables, encore une fois. Donc je vais regarder comment mes variables se projettent. On voit que l'agricole se projette très très bien. Alors je vous avais promis le secteur manufacturier. Alors visiblement c'est minier qui ressortait. Alors je vais juste revenir en arrière pour voir. Mais j'avais l'impression que le manufacturier... Pardon, c'était... Ok, désolé, c'est ma lecture qui était mauvaise. C'est le secteur minier qui ressort et non pas manufacturier, donc c'est cohérent. Donc on a ici nos cos carrés les plus importants qui sont le secteur minier et le secteur agricole. Le point important, c'est que ces deux variables sont orthogonales et sont très très bien projetées sur les axes. Donc en gros, ce que ça vous dit, c'est ici, vous êtes important sur l'axe minier, ici, vous êtes peu important sur le secteur agricole. Okay. Donc le secteur agricole, on voit, il s'oppose un petit peu quasiment à tout le monde. Il y a juste le secteur minier qui est un peu orthogonal. Okay. On peut, voilà, le nombre de personnes qui travaillent dans les mines n'a rien à voir avec le nombre de personnes dans le secteur agricole. Okay. Et encore une fois, je mets des couleurs. Alors on voit que le range de couleurs diffère un peu. Encore une fois, le bleu est cette fois-ci plus faible, donc on est à 0,4 de corrélation. Donc il faudra juste éviter de parler trop de ces trois secteurs, PS, même financiers, se projettent quand même assez mal. D'accord. C'est pas sur cette dimension-là, en tout cas, qu'on va les voir. Okay. Juste pour info, alors je renverrai plus tard au cluster, je referai un petit peu de cluster dans le cas des ACP, parce que finalement c'est assez classique pour visualiser des groupes. Okay, ici, je vous ai fait des clusters par K-means. Donc les K-means sont une méthode pour faire de la constitution de clusters. Okay. Donc ici, je vous en ai fait, je l'ai fait tourner soit pour avoir trois groupes, soit pour avoir 4 groupes. Okay. Donc on voit, par exemple, si je demande 4 groupes, il vous sort très clairement l'agricole. Il vous met quand même ces groupes-là ensemble. Il vous met ces deux groupes au centre ensemble aussi. Et puis il vous met ce secteur rouge ici. Okay. Donc je reviendrai là-dessus, mais c'est possible de le faire. Essentiellement, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand vous faites votre visualisation des variables de la CP, vous avez le droit de mettre des couleurs de variables qui vont dépendre d'un groupe. Donc il vous mettra des couleurs. Tout à l'heure, je mettais les couleurs qui dépendaient de leur contribution ou du cos carré, mais vous pouvez aussi mettre des couleurs identiques quand vous êtes dans les mêmes groupes. Okay, donc ça peut être intéressant quand vous allez vous amuser à créer des clusters. Plus intéressant encore, c'est quand on le fera sur des clusters d'individus. On essaiera de voir des groupes d'individus qui vont se détacher. Ok, donc maintenant je peux faire la même chose sur mes individus. Donc encore une fois, il y a cette fonction fv spéciée d'individus, okay, qui me permettent de voir comment se projettent tous mes points, avec toujours la même chose qui est qu'essentiellement quand vous êtes au centre ici, c'est des points qui sont assez mal projetés. Okay. Qu'est-ce que nous disait le graphique d'avant? Il nous disait que quand on était par ici, on était fort dans le cas agricole, quand on était au contraire par là, on était fort dans le secteur minier, et on retrouve
une interprétation très simple. La Turquie est forte dans l'agricole, et effectivement, quand vous regardez les données, à l'époque, en tout cas, la Turquie avait une très très grosse composante agricole. Ici, on va retrouver des pays à forte composante minière, qui sont la Hongrie, l'Allemagne de l'Est et la République tchèque. Okay, donc, on voit apparaître ces groupes. On a des clusters de points là aussi qui étaient. Alors, je sais bien qu'on a dit qu'on n'allait pas trop les discuter, mais peut-être du secteur tertiaire qui sont les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Okay, donc, qui s'opposent un petit peu au secteur agricole et au secteur minier. D'accord, donc, le secteur minier était plutôt important par ici. Donc, si au contraire vous êtes en bas, c'est que vous êtes faible en minier. L'agricole était fort par là. Donc, au contraire, si vous êtes important par ici, bah, c'est que vous êtes faible en agricole. Donc, on voit apparaître les projections des pays. On voit la Turquie qui ressort très très clairement en termes de contribution. Donc la Turquie se projette très 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 bien dans cet espace, essentiellement parce que c'est un pays qui était en tout cas fortement agricole à l'époque. Okay, donc je passe pas mal de temps sur l'interprétation parce que c'est finalement ce qui est marrant à faire avec ce genre de données. Encore une fois, vous avez les codes pour comprendre. Donc encore une fois, là je vous dis que je vais faire des points qui vont être des ronds. Okay, la taille va dépendre du cos carré. Enfin voilà, vous avez tous les codes et plein d'options sur lesquelles vous pouvez jouer. Donc, je vous encourage à jouer avec ces fonctions. Encore une fois, vous avez accès aux données. Je vous ai mis comment les récupérer dès que j'ai commencé à parler de cette base jobs. Et ensuite, on va pouvoir. Voilà, je voulais jouer avec ces différentes composantes. Donc, voilà globalement maintenant mon graphique le plus important, qui est celui sur lequel on pourrait passer des heures, qui est le biplot, sur lequel, effectivement, donc on voit le secteur agricole qui ressort par ici, okay, le secteur minier qui est ressorti par là, et on voit les différents pays se projeter dessus, donc ce qui permet de faire une petite discussion de l'endroit où on se trouve. Okay, donc si jamais des points et des variables sont proches, ça veut dire que ce pays est visiblement très fort important en tout cas dans cette composante-là. Ok, je ne vais pas repasser plus de temps. Autre point intéressant, enfin si j'ai juste ce petit point-là, on retrouve des interprétations, encore une fois, des contributions. Donc ça, c'est toujours important. Avant de commencer à parler, jetez juste un œil ici. Si jamais il y a marqué 3% et 2%, il va falloir être un peu modéré dans nos conclusions. D'accord, ça se projette très très mal. Ici, on a quand même des projections qui sont relativement bonnes. Donc je peux, avec une certaine bonne foi, vous dire que la Turquie et le secteur agricole sont importants, y compris la Yougoslavie à l'époque, et qu'on est plutôt à gauche. Donc voilà, l'ACP, c'est fondamentalement ça, c'est cette double projection des individus et des variables dans un plan. Alors, éventuellement, on pourra en avoir plusieurs, ça c'est ce qui se passera si jamais j'ai une autre composante qui peut être importante, mais c'est essentiellement ça l'ACP. Normalement, l'idée de l'ACP, c'est ensuite de pouvoir discuter, de faire des analyses. Donc moi, j'insiste essentiellement sur les aspects mathématiques, mais après, ce genre d'outil est utilisé en psycho, en socio, dans plein de domaines, en géographie, pour faire de l'analyse, éventuellement géopolitique ou ce genre de choses. Okay. Je vais m'arrêter là pour cette petite capsule, et puis je reprendrai sur un autre exemple de données. En particulier, on passera du temps sur les données du décathlon, qui sont un exemple assez marrant. Ok, donc on se retrouve très bientôt pour une autre capsule, pour continuer l'utilisation de l'ACP sur un exemple.